sur cette présentation, par rapport au contexte des collectivités, le premier aspect de ce contexte-là, c'est que c'est très favorable pour les collectivités de déployer de l'autoconsommation collective. Alors c'est très favorable, pourquoi? Le premier aspect, c'est qu'ils aient une consommation principalement diurne qui est assez importante, même pour une petite commune. Vous voyez, une commune de 500-600 habitants, elles ont fréquemment des consommations de 100 MWh annuels sans problème. Donc ça, c'est le premier aspect, et forcément, c'est sur du multi-compteur. Donc ça, c'est le premier aspect. Il y a un deuxième aspect qui est moins connu, c'est que c'est toujours de l'autoconsommation patrimoniale. Ce qui veut dire autoconsommation patrimoniale signifie qu'en autoconsommation, donc jusqu'à 1 MW de puissance, on est exonéré d'assises. Donc l'assise sur l'électricité, si on reprend les composantes de l'électricité, vous avez la partie plutôt électron, fourniture, vous avez la partie acheminement, donc on parle souvent de TURP, et vous avez une partie liée à de la taxation, donc j'oublie un peu la TVA de l'autre côté, et sur cette taxation, il y a notamment l'assise. Donc on a une exonération d'assises jusqu'à 1 méga. Aujourd'hui, l'assise, c'est à peu près 2 centimes et quelques du kilowattheure. Il est possible qu'en février, elle augmente, cette assise, elle passe même, on parle de 3 à 4 centimes. Et donc, il faut savoir qu'à partir du moment où on est en autoconsommation, donc le producteur et le consommateur sont la même personne, donc on parle d'autoconsommation ou d'autoconsommation patrimoniale au niveau des collectivités, on est exonéré. Donc ça, c'est quelque chose qui booste la rentabilité de ces installations. Le troisième aspect qui est important, c'est par rapport à la personne morale organisatrice. On demande à ce que les différents compteurs soient liés, et il faut savoir que les mairies font office de PMO. On n'a pas besoin de créer une structure supplémentaire pour gérer ces opérations. Donc ça, c'est encore un point qui est favorable au contexte de l'autoconsommation collective dans les collectivités. Un dernier point, mais pas des moindres. Donc il y en a peut-être certains d'entre vous qui l'ont testé déjà, l'espace collectivité d'Enedis. Donc Enedis met à disposition des mairies un espace où elles peuvent voir tous les compteurs et où il y a une agrégation des consommations qui sont faites. Et donc pour réaliser des études, notamment des premières simulations très tôt dans les opérations, c'est extrêmement pratique parce qu'on va avoir les informations de consommation de manière mensuelle, à la fois sur le bâtiment sur lequel on voudra faire l'étude, mais également sur l'ensemble des compteurs de la collectivité. Et donc, ça permet de très rapidement avoir des données dans un premier temps macroscopiques, mais après, dans le futur, plus précises. Donc ça, c'est les éléments de base qui sont super favorables à l'autoconsommation collective. En plus de ça, il faut savoir que pour une collectivité, notamment pour les petits projets solaires, on n'a pas d'appel d'offres jusqu'à 40 000 € hors taxe. Donc voilà, c'était même plus sur certains endroits cette année, mais jusqu'à 40 000, on n'a pas d'appel d'offres, donc ils n'ont pas besoin de faire des démarches assez complexes pour déployer des projets. Un deuxième aspect important, c'est qu'ils ont souvent des taux bancaires qui sont assez compétitifs pour de la dette, même s'ils disent « Ok, on ne veut pas de lever de dette », ce qu'il faut savoir, c'est que le revenu généré par le solaire est considéré comme un booster pour les bancaires, même pour les collectivités. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, c'est compatible tiers investissement. Même si la collectivité ne peut pas investir, on peut imaginer mettre en place un tiers investisseur qui va mettre à disposition la centrale auprès des collectivités. Et donc, ça permettra en fait d'avoir un tiers investisseur tout en conservant une opération, ce qu'on appelle patrimoniale. Donc ça, c'est vraiment le contexte de base des collectivités. Et donc, l'idée là, c'est de s'attarder sur un cas d'étude. C'est sur un cas d'étude et sur savoir ce qu'on peut faire. Donc nous, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces opérations, qu'est-ce qu'on va faire dans ces opérations? On va vous montrer la première étape. On va faire les études, la création et le suivi de ces opérations de façon à les simplifier et de permettre à des installateurs d'accéder à ces opérations de manière très simple, sans avoir de connaissances avancées sur l'autoconsommation collective et en évitant notamment en tant qu'installateur les interactions fréquentes que vous pouvez avoir avec la collectivité qui vont pas mal vous solliciter, qui vous éloignent un peu du métier initial. Donc c'est ça notre rôle. On y reviendra un peu en détail juste après. Donc, cas d'étude. Donc là, on a pris un cas d'étude qu'on va vous présenter. Une école, potentiel de 75 kW crête de solaire sur le bâtiment. Pas mal d'autres bâtiments disponibles pour faire de l'ACC. Donc la question qui se pose là, c'est OK,
La mairie demande une étude hein, pour analyser la performance et la rentabilité de l'autoconsommation collective. Donc il y a souvent des acteurs qui n'y vont pas, parce que la complexité de faire une étude, etc. En amont, ils s'embêtent pas, ils ont d'autres projets qui peuvent aller plus loin. Donc là, on va vous montrer qu'on peut vous accompagner là-dessus, à titre commercial, sur ces premières phases. Et après, souvent, les questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va faire une vente totale? Est-ce qu'on va faire de l'autoconsommation individuelle ou est-ce qu'on va faire de l'autoconsommation collective? Et là, on vous propose une petite démo pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc pour ça, je vais basculer sur notre outil de dimensionnement. Donc vous devriez désormais visualiser le petit outil qu'on utilise aujourd'hui. Hein, donc c'est un outil propre à Boîte. C'est sur lequel nous, on va faire nos études. Donc il est destiné à faire ces études-là. Il faut savoir qu'avec pas mal de partenaires, une fois qu'on a commencé à faire ces études, en général, nos partenaires installateurs ont accès à ces outils-là, soit pour faire eux-mêmes des études, soit nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des premières versions d'études, on leur met à disposition le fichier, donc on enregistre l'étude, et on leur met à la disposition, ils peuvent un peu, on va dire jouer avec les différents paramètres et faire évoluer par rapport, eux, à des contraintes qu'ils peuvent avoir d'implantation de solaire, etc. Donc l'outil, avant de charger un fichier, je vais vous montrer de quoi il se compose. Une première partie où on peut déterminer les producteurs. Vous voyez, on détermine le nombre de producteurs, etc. Classique, hein, orientation, inclinaison, position GPS, et vous avez un productible. On a mis en place des petits outils qui permettent d'ajuster le productible parce que selon les outils que vous avez, parfois vous voulez retomber sur pile poil le productible que vous avez défini avec un Archelios ou avec un PV-Syst. Et nous, on utilise de base des données de PVGIS, où il peut y avoir des petits écarts, donc on est capable de les ajuster ici. Une deuxième étape où vous allez définir les consommateurs. Donc, vous voyez, vous pouvez en avoir 1, 2, 3, 10. Et chacun des consommateurs, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir dire, OK, typiquement mon premier, si je l'appelle ici école, on va pouvoir mettre son numéro PRM. Nous, en général, on met très tôt ce numéro PRM, même si on ne récupère pas directement les données, parce que ça permet de stocker l'information. Et au moins, on a sauvegardé à un endroit l'information avec le numéro de compteur. Et après, la courbe de charge, on peut la faire soit de manière basique avec une énergie annuelle. Donc, en général, nous, on commence avec ça. Sur les toutes premières études, vraiment le tout début, après, on peut aller sur des énergies mensuelles. Et après, on peut aller vers des courbes de charge via le PRM d'Enedis, mais qui nécessitent un consentement. Et le gros avantage de ces études-là, et sur le fait que ça soit tout enregistré au même endroit, c'est qu'une même étude, elle pourra commencer de manière très basique, avec une énergie annuelle, et petit à petit venir s'affiner s'il y a un intérêt du client. Donc vous voyez, on est capable d'aller très vite pour faire des études, mais après, petit à petit, on va pouvoir aller un peu plus dans le détail. Et chacun de ces points-là, consommateur, on va définir. Donc vous voyez, typiquement, on a mis un producteur, on va définir que celui-ci, il est en autoconsommation individuelle. Et après, les compteurs d'après, on les a mis en autoconsommation collective. Donc, ce qui signifie que le producteur et le consommateur sont la même personne. Si jamais cette maison ici, on voulait vendre l'électricité, donc toujours en autoconsommation collective, mais sous forme d'une vente, on mettrait en place une vente locale de type ACC. Et du coup, ça changerait le schéma. Une fois qu'on a fait ça, derrière, on pourra visualiser la répartition. Donc, c'est 1 producteur, 2 consommateurs, 3 on va visualiser la répartition, et enfin on va déterminer des scénarios. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va directement commencer par on va charger un fichier pour éviter de perdre du temps, on va dire, sur les points moins importants. Donc là, on a chargé, vous voyez, on a pris un fichier qu'on a chargé. Donc là, typiquement, un fichier qu'on aurait pu vous envoyer. On avait fait une première étude, on vous envoie ce fichier-là et vous récupérez ces informations-là. Donc on retrouve 75 kW crête, orientation, inclinaison, position GPS du champ solaire. Derrière, ici, on a 8 consommateurs. Donc vous voyez, une école ici, donc voilà, plusieurs écoles, l'hôtel de ville, le boulodrome, l'espace culturel, une salle de musique, un gymnase, assez classique. Là, sur cette première approche, on a mis les énergies annuelles, donc les consommations annuelles avec des profils très basiques pour cette démo. Et donc, déjà, dans un premier temps, hop, on a des calculs qui se font. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la centrale ici, sur le premier bâtiment sur lequel elle est raccordée en autoconsommation individuelle, on va avoir ici une autoconsommation individuelle, évidemment.
Et le surplus, il est envoyé aux différents espaces culturels. Donc là, ici, vous voyez qu'on est de manière égalitaire. Et enfin, s'il reste un peu d'énergie, elle sera vendue à EDF-OA. Donc ça, c'est un schéma, on va dire, standard d'autoconsommation collective avec une répartition égalitaire. On aurait pu mettre en place ici une répartition qu'on appelle, nous, prioritaire. Prioritaire, c'est-à-dire qu'on va mettre, donc là, on le fait volontairement. Qu'est-ce qu'on fait? On va dire que les bâtiments sont les uns à la suite des autres. C'est-à-dire qu'on va d'abord livrer un bâtiment, puis un autre, etc. Donc là, vous voyez sur cet exemple. Alors, pourquoi on fait ça? C'est des choses qu'on fait souvent quand les contrats sont différents. Sur des mairies, souvent, vous avez deux types de contrats. Vous avez supérieur à 36 kVA, inférieur à 36 kVA, où il n'y a pas forcément la même tarification. Et après, vous pouvez avoir des contrats type base ou double tarif. Il peut avoir un intérêt à les mettre prioritaires les uns par rapport aux autres, par rapport à une question de prix. Donc voilà. Ce qu'on fait aussi souvent, c'est quand on a des opérations ouvertes, ou du moins mixtes, on livre d'abord certains compteurs qui nous appartiennent avant de livrer des tiers. Donc vous voyez, donc on a changé la répartition. Et maintenant, une fois qu'on a ces éléments-là, on va vouloir étudier des scénarios. Et donc on va vouloir comparer 3 scénarios. On va vouloir comparer de l'autoconsommation individuelle, de la vente totale et de l'autoconsommation collective. Donc là, vous voyez que donc les 3 scénarios ici sont chargés. On va simplement changer des paramètres. Premier scénario, autoconsommation individuelle. Du coup, tout ce qui est toute l'énergie qui est en autoconsommation patrimoniale, on la passe à 0. C'est le seul élément qu'on fait. À partir du moment où on a fait ça, automatiquement, il va venir calculer, il va venir recalculer pour prendre en compte les TURP, etc., adaptés. Deuxième aspect, autoconsommation collective, donc tel que c'est. Donc typiquement ici, on va mettre 2 tarifs, qu'on a ces tarifs assez classiques, pour un coût fixe lié à la création de l'opération et un coût récurrent qu'on a mis pour une opération d'autoconsommation collective. Et enfin, un schéma de vente totale. Donc vous voyez, la vente totale, on a mis 0 en autoconsommation individuelle, 0 kWh, 0 kWh en autoconsommation collective et 0 kWh en vente totale. Donc vous voyez, on a ces 3 scénarios. Et après, tout le reste, c'est la même chose. Là, l'outil, qu'est-ce qu'il fait? Il vient tout recalculer. Il calcule les gains. Il va prendre en compte le TURP. Typiquement, il va prendre en compte des coûts de raccordement qui peuvent être différents. Il va prendre en compte des coûts de création. Et donc, on va voir les 3 scénarios. Vous voyez, autoconsommation individuelle, collective, vente totale. Déjà, ici, on voit que le coût d'investissement, il est différent sur les 3 scénarios. L'autoconsommation collective, on a un coût supplémentaire qui apparaît pour gérer la mise en place de l'autoconsommation collective. Et ici, sur la vente totale, il y a un coût estimé qui est apparu par rapport au coût de raccordement qui va demander un compteur supplémentaire, qui est en général un coût évité en autoconsommation individuelle. Donc évidemment, c'est paramétrable dans l'outil, mais directement, il a refait un calcul. Deuxième aspect, les coûts récurrents. Donc là, c'est des valeurs moyennes sur 20 ans, hein, avec une inflation ici qui est à 2%. Là, pareil, on voit que la vente totale par rapport à une autoconsommation individuelle, elle est plus élevée en coût récurrent moyen. Qu'est-ce que c'est la différence ici? C'est le TURP. C'est le TURP producteur, c'est le fait d'avoir un compteur supplémentaire. Donc c'est calculé, c'est mis à jour avec toujours les dernières valeurs en vigueur. Et donc derrière, on va avoir les gains, le taux de rentabilité associé, la VAN, qui est la valeur actuelle nette de donc combien on gagne en euros courants sur le projet, l'autonomie. Donc l'autonomie, c'est en gros l'autoproduction, hein, c'est le terme autoproduction. Donc on voit qu'en autoconsommation individuelle, on n'adresse qu'un compteur sur tous les compteurs de la mairie, donc il reste relativement faible. En autoconsommation collective, on voit qu'on atteint à peu près 25%, donc déjà un quart de l'opération, ce qui est vraiment bien. Et en vente totale, pas d'autonomie. Et évidemment, on a l'autonomie, donc l'autoproduction, mais on a également l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation totale, qui est la somme de l'autoconsommation individuelle plus l'autoconsommation collective. Donc, qu'est-ce qu'on observe ici? On observe que dans un schéma d'autoconsommation collective, on arrive à des taux d'autoconsommation qui sont fréquemment au-dessus de 70%. Ça, c'est vraiment très classique, même pour des centrales qui sont pas négligeables. Et surtout, ce qu'on voit ici, on voit la rentabilité. Donc, le petit décroché que vous avez au départ sur les 2 scénarios, c'est lié à la prime, hein, puisqu'on a une prime qui est calculée évidemment sur les 2 scénarios d'autoconsommation individuelle et collective, qui est une prime liée à EDF-OA, que vous retrouvez ici, et qu'on n'a pas sur la vente totale. Et après, derrière, vous avez les économies générées à la fois par l'autoconsommation et par la vente de surplus.
Donc, je pense que c'est assez clair, hein, le schéma d'autoconsommation collective, comme dans beaucoup de cas sur les collectivités, c'est souvent très rentable. C'est vraiment un schéma qui est très rentable, on le voit. On a fréquemment, donc là, vous voyez, en coût d'investissement, on a pris 1 euro du watt pour la centrale, plus 5 000, donc on a 80 000 euros d'investissement pour une centrale de 75 kW crête. Donc, vous voyez, on n'est pas sur des tarifs ultra bas, et pourtant, on arrive à des taux de rentabilité qui sont autour de 5 ans. Donc, vous voyez des TRI qui frisent là les 20%. Et donc, forcément, d'un point de vue bancaire, on a des capacités de levée de dette et de financement de projets qui sont clairement facilitées. Donc, vous avez ces éléments-là. Donc, tout ça dans la simulation. On va dire, vous complétez cette simulation, on met à jour les TURP, etc. Si demain, ce projet-là, on le dépose ensemble, typiquement auprès d'une collectivité, vous voulez aller plus loin, vous cliquerez là, lancer la procédure d'une création de communauté. Ça viendra récupérer toutes les informations qui sont déjà stockées ici dans la phase étude. Et nous, ça nous permettra de créer l'opération de manière très rapide auprès d'Enedis et de mettre ça en place en parallèle de la construction de la centrale si elle devait avoir lieu. Donc voilà, pour revenir, alors on a plusieurs exemples, mais on a pris un petit peu plus de temps que ce que je pensais. Donc c'est pour vous montrer ces outils-là. Derrière, évidemment, on aurait d'autres exemples à vous montrer. Ce qu'il faut savoir de notre côté, c'est que au-delà de cette étude-là, le modèle d'affaires qui est présenté derrière, hein, on est capable de vous sortir un compte de résultats, un business plan complet pour l'étude. On l'a travaillé avec des instituts bancaires. Ça veut dire que la bancabilité de ces projets-là est du même niveau que l'on peut avoir une bancabilité de projets EDF-OA classique. Et donc ça, c'est super important parce que ça permet d'accéder facilement à des prêts bancaires. Et donc, on dispose des outils comme ça qui ont été travaillés avec les banques. Un second, on vous l'enverra après coup. On va prendre d'abord un peu les questions. Et donc, pour revenir sur nous, quels avantages à travailler avec nous sur ce type de dossier? Plusieurs. Déjà, sur la phase étude. Nous, cette étude, l'étude qu'on vient de vous montrer, qu'on fera ensemble pour déposer, elle est faite à titre commercial. Vous n'avez pas de coût d'accès à l'outil et on ne vous facturera pas cette étude-là. Donc, on est vraiment dans une relation gagnant-gagnant où notre objectif, il est d'arriver à déployer le plus facilement possible ces opérations. Donc, derrière, après, il y a la création. Donc, nous, là, on va vraiment s'occuper de tout, hein. On va récupérer les données clients, dossiers administratifs Enedis, pas mal de juridiques, ça peut être des contrats où il peut y avoir des spécificités des PMO. On va faire le lien avec des fournisseurs d'énergie ou avec EDF-OA. Déjà en phase amont, il peut y avoir des petits couacs là-dessus. Et on met en place un espace de supervision pour le client. C'est-à-dire qu'à la fin, il se connecte, et que ce soit vous ou le client, installateur et client, ils verront ce qu'ils ont produit, ce qu'ils ont autoconsommé à l'échelle de la collectivité, ils auront accès à ça. Donc c'est un outil qui nous est propre. Et enfin, on assure du suivi. Et le suivi, c'est pas juste une affectation d'énergie de manière mensuelle, etc., avec des éléments Enedis, hein. On a évidemment ces bilans d'énergie, mais on va aussi vérifier la conformité des flux. Voilà, Enedis fait des approximations, bouge des trous, etc., d'une certaine manière. Il faut le comprendre, il faut pouvoir répondre aux questions. Pareil, on peut avoir des fournisseurs d'énergie ou des ventes de surplus qui peuvent avoir des écarts. Et donc, nous, on va veiller à ce que l'ensemble des flux soit bien comptabilisé, affecté. Et tout ça, c'est un contrat de service qu'on met en place. Évidemment, c'est optionnel. On peut faire que la création et pas le suivi. Mais en tout cas, on propose les deux. Et notre objectif, il est clairement de vous permettre à vous, installateurs, que vous ayez ou pas des compétences en autoconsommation collective, à pouvoir accéder à ce type de dossier pour pouvoir déployer les dossiers et les gagner. Donc vraiment notre objectif de base et les déployer de manière simple, même sur des dossiers basiques. On signe maintenant des petits dossiers de 20 kW où on met en place ces opérations-là et ça marche bien et c'est rentable. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a un petit lien ici pour caler des rendez-vous. C'est des rendez-vous de 30 minutes où on peut étudier votre cas pour voir comment on fait les études, comment on peut vous accompagner sur des dossiers. On vous met ce lien-là. Je vous mets également en contact Laetitia et moi-même si vous avez des opérations ou si vous voulez aller plus loin. Et puis, écoutez, on se fera un plaisir, nous, de répondre à vos questions et de vous contacter pour en savoir plus sur vos projets et où est-ce que vous voulez aller.
Donc la petite démo est finie pour le moment. On va passer à la partie questions. Donc on va arrêter le partage et je vais regarder s'il y a des questions de notre côté. Donc je vois quelques questions. Alors, je vais partir d'en bas, parce que d'habitude ça veut dire quoi exactement que c'est patrimonial? Si ce n'est pas patrimonial, c'est quoi? Alors, patrimonial, c'est de l'autoconsommation. Ça veut dire que le producteur et le consommateur sont la même personne. Donc c'est fréquent dans une collectivité, d'accord? Si vous n'êtes pas patrimonial, nous on parle souvent de vente locale, puisque c'est pas l'autoconsommation, on va avoir une vente d'électricité, puisque le producteur et le consommateur sont pas la même personne. Où on parle des fois d'opérations ouvertes. Donc voilà, la différence fondamentale que vous allez avoir, c'est qu'en termes de fiscalité, vous n'êtes pas exonéré d'assises si c'est pas de l'autoconsommation. Et donc ça veut dire que ça pénalise votre projet de 2 centimes aujourd'hui, peut-être 4 l'année prochaine. Donc on va voir ce qui se dit là. Pas mal d'incertitudes au niveau, voilà, parce que l'assise, il faut savoir que c'est politique. Voilà. Donc voilà. Je crains que le profil de consommation des bâtiments publics soit peu favorable à de l'autoconsommation. Ne rencontre pas le même problème qu'à le thermique où les consommations étant trop faibles en été pour évacuer le surplus de production. Alors oui, clairement, il y a des périodes en été, notamment sur des écoles, des choses comme ça. En revanche, nous, dans toutes les études qu'on a fait jusqu'à présent, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plusieurs nouveaux cas de collectivité toutes les semaines. Donc c'est ça les ordres de grandeur, donc c'est vraiment actif sur le domaine. On se retrouve souvent avec des installations solaires qui sont quand même pas énormes au regard de la consommation. Donc c'est ça qu'on voit, hein, dès que vous avez des gymnases, des choses comme ça, très vite la consommation elle s'enflamme. Et quand on parle d'un 36 ou d'un 100 kW, c'est au final que 100 MWh par an, et 100 MWh par an sur une conso qui va faire peut-être 100 ou 200 MWh, on est quand même sur des autoconsommations qui sont élevées. Donc, quelle différence de prix de vente entre ACC et autres modes dans votre modèle? Alors, l'autoconsommation collective, le calcul qu'on fait dans le prix de vente, c'est le prix de l'énergie. C'est le prix de l'énergie auquel on soustrait le TURP. Donc le TURP, la part variable du TURP qui est en centimes d'euros du kilowattheure. Donc là, dans l'exemple qu'on vous a montré, on avait pris un prix de l'électricité qui était à 0,21, qui est le tarif réglementé en vigueur pour les collectivités. Donc voilà, et pour le TURP, on avait pris un TURP, il me semble, courte utilisation, ce qu'on appelle le CU4. Voilà. Bon, il y a plein de modes de TURP, mais c'est ce qu'on a pris. Donc c'est vraiment un modèle standard. Donc que l'on a. Donc là, la différence de rentabilité qu'on a sur ce mode-là, elle est vraiment basée là-dessus. En revanche, si je prends un autre mode, si je mets vente locale, là, dans l'outil, vous devez vous inscrire le prix. C'est-à-dire que c'est à vous à dire à quel prix vous voulez le vendre. Aujourd'hui, un prix de vente élevé, en ce moment, c'est 15 centimes. Un prix de vente plutôt bas, c'est 7 centimes. Donc ça vous donne une fourchette un peu large et vous voyez bien qu'il y a quelque chose au milieu. Mais là, en tout cas, dans ce qu'on a pris dans l'étude, dans la démo de ce matin, c'est 21 centimes sur le prix d'électricité et la partie autoconsommée, c'est le prix d'électricité moins le TURP. Alors, une question de Clémentine. Je suis d'accord que les collectivités sont un cadre optimal pour lancer des opérations CC, mais là où je vois un challenge, c'est finalement comment porter ces projets auprès des collectivités. Alors, oui, beaucoup de collectivités sont intéressées. Donc ça, c'est vous discuter, il y a vraiment... il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème politique, il n'y a pas de problème de conseil municipal. Franchement, par rapport à il y a quelques années, ils sont dedans. En revanche, il faut les accompagner. Il faut les tenir par la main, etc. C'est pour ça que les outils qu'on a, les études, et c'est pour ça aussi qu'on le fait à titre commercial, c'est parce qu'aujourd'hui, on le voit, hein, nous on a des projets disant « oh, il n'y a pas de budget, etc. » Quand vous sortez un projet comme ça et que vous allez vers des TRI qui sont quasiment à 20%, il y a plein de valeur qui est créée, du coup il y a plein de solutions qui apparaissent en termes de financement, en termes de priorité des élus pour le faire. Il y a de plus en plus de tiers investisseurs qui sont intéressés sur ces opérations, donc pareil, ça facilite. Donc moi, le conseil que j'ai ici, c'est quand vous avez un contact collectivité, très vite, faire des premiers calculs techniques économiques, comme on peut faire ici, le faire très en amont, et après, petit à petit, aller dans le détail si vous voyez qu'il y a de l'intérêt. Ça vous permet de ne pas perdre de temps et pas perdre trop d'efforts pour leur montrer l'intérêt de ces opérations. Donc Alain qui nous pose une question, si une mairie a déjà une install en vente totale et une autre en conso, peut-on proposer l'autoconsommation collective avec une troisième install à venir? Donc oui,
Alors, un, oui, vous pouvez. Deux, il faut savoir que vous pouvez même convertir les centrales d'avant en autoconsommation collective. Donc, ça se fait. Donc, ça va dépendre des tarifs. Une vente totale, si elle est à 25 centimes, bah, il ne faut pas la convertir, ça clairement. Par contre, des ventes totales à prix faible ou des autoconsommations avec des surplus qui sont vraiment à des prix très faibles, hein, sur le segment 900 kW, ça vaut vraiment le coup d'y penser. À une conversion parce que c'est assez simple et le contrat EDF-OA en vigueur est compatible avec une modification a posteriori. Question de Karl. Enedis ne fait pas déjà en temps réel l'affectation des flux entrants sortants de chaque compteur? Alors, Enedis fait l'index, c'est-à-dire que il vous donne par compteur ce qui est consommé, donc soutiré, et ce qui est injecté. Après, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se connecte avec des API spécifiques en autoconsommation collective, donc des API informatiques, pour nous permettre, en fait, de faire des affectations un peu spécifiques. Alors, il y a une fonction par défaut qui est proposée par Enedis, qui existe, qui fait le taf. C'est rarement ce qu'on nous demande, nous, en termes de mode d'affectation. Mais voilà. Enedis, nous, en tout cas, c'est notre... Enfin, on est un client pour eux. Nous, aujourd'hui, on est client d'Enedis puisqu'on utilise leurs outils pour mettre en place ces opérations. Et Enedis a gagné à mettre en place des opérations d'autoconsommation collective parce qu'il gagne un peu plus sur les turps grâce à ça. Question de Yvan, est-ce que vous pouvez nous accompagner pour une réponse pour un appel d'offres? Oui, c'est ce qu'on fait. Et donc, c'est ce qu'on fait et l'accompagnement de base, c'est à titre commercial, comme je vous ai dit. Bertrand Moulin, pouvez-vous rappeler la limite de production en mégawattheure pour ne pas payer les droits d'assises? Merci. Alors, c'est en mégawatt crête. C'est 1 mégawatt crête, l'exonération d'assises. Donc voilà. Et si on est en autoconsommation totale, c'est un chiffre en gigawattheure qui est astronomique, donc il n'y a pas de limite. Mais voilà. Sinon, le mot-clé à se rappeler, c'est 1 mégawatt. Surtout s'il sort un tarif d'achat pour le petit sol jusqu'à 1 méga. Il y aura vraiment le segment jusqu'à 1 méga aura beaucoup d'intérêt pour les collectivités. Marie Dufour, je poursuis sur le sujet de patrimonial. Vous dites que ça signifie consommateur égale producteur, mais vous dites aussi que c'est compatible tiers investisseur. Pour moi, tiers investisseur est différent de producteur, différent de consommateur, donc je suis perdu. Alors là, alors on pourra se faire un petit point si vous voulez, hein, on se prend 30 minutes, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un tiers investisseur, il peut investir dans la centrale et après, il la met à disposition de la collectivité sous forme de contrat de location, une espèce de leasing. Et ça, du coup, ça veut dire que le producteur et le consommateur deviennent la même personne et eux, ils ont un contrat séparé. Donc, on pourra vous expliquer plus en détail ce qu'on fait là-dessus. Mais en effet, vous pointez du doigt un point assez particulier, mais où il existe des solutions. Alors écoutez, on a fait le tour, des questions et on a dépassé le temps. Écoutez, donc vous aurez un replay et vous n'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus de questions. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.